pousser les consommateurs à cette surconsommation, ça crée une surproduction. Et donc, ça vient pressuriser aussi les ressources naturelles de notre planète, qui sont limitées. Et donc, aujourd'hui, l'obsolescence programmée, c'est plus possible. Elle, c'est Flavie Van der Scher. Elle est chargée de plaidoyer pour l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Et pour cet épisode de décembre, juste avant les fêtes, on va parler surconsommation. Pourquoi préfère-t-on racheter plutôt que réparer ? Qu'est-ce qui fait qu'un objet est durable ? Et que peuvent y faire la France et l'Union européenne ? C'est parti pour ce dernier épisode de 2024. Moi, c'est Camille Sarrazin. Bienvenue dans Studio E, le podcast d'Enter en collaboration avec RFI. Bonjour Flavie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi l'obsolescence programmée ? Alors, l'obsolescence programmée, nous, chez HOP, Halte à l'obsolescence programmée, on définit 3 types d'obsolescence programmée différents. D'abord, on parle de l'obsolescence technique des objets. Donc, l'obsolescence technique, ça concerne plutôt les pièces en particulier des objets. Ça peut être des pièces soit qui sont un peu fragiles, soit qui sont pas designées ou pensées, en tout cas, pour durer dans le temps. Ensuite, on parle aussi d'obsolescence logicielle. Ça va être par exemple quand on peut plus mettre à jour un produit et qu'il devienne obsolète à cause de ça, on peut plus s'en servir à cause de ça. Et en troisième type d'obsolescence, on parle de l'obsolescence marketing. Et l'obsolescence marketing, il faut vraiment voir derrière toutes les pratiques commerciales des industriels, des marques pour démoder les produits. Et l'obsolescence marketing, ça a ça peut utiliser plusieurs techniques, déjà par la publicité, mais ça peut être aussi d'autres pratiques comme des prix cassés ou des nouvelles gammes qui sortent de plus en plus fréquemment et de plus en plus régulièrement. Et donc, ces nouvelles esthétiques, en fait, ça va donner envie aux consommateurs, aux consommatrices de vouloir renouveler les produits, parfois de manière trop précoce. Ça nous arrive de changer nos produits alors que les anciens fonctionnent encore. Et donc, on appelle ça l'obsolescence marketing. Et l'obsolescence programmée, il faut pas voir ça comme simplement faut pas imaginer ça comme des ingénieurs qui se regroupent dans des pièces un peu sombres dans les entreprises et qui décideraient ensemble de diminuer la durée de vie d'une pièce pendant 2 ans et 2 jours. En fait, c'est un peu plus insidieux que ça. L'obsolescence programmée, ça peut être aussi des pièces détachées qui sont pas disponibles sur le marché quand un produit tombe en panne. Ça peut être aussi des pièces détachées proposées à des prix très chers. Par exemple, pour un lave-linge et pour lequel on doit changer la carte mère. Parfois, les cartes mères, elles sont vendues entre 300 et 1000 euros. Donc, en fait, vous allez vouloir plutôt renouveler votre appareil et pas vouloir le réparer, ce qui est du bon sens. Il y a ça, donc les pièces détachées qui sont pas disponibles, ou parfois aussi ça va être l'imbrication des 3 obsolescences entre elles. C'était ma question, est-ce qu'un produit peut cumuler plusieurs types d'obsolescence ? Parce que j'ai quelques exemples en tête. Oui, tout à fait. En fait, c'est un cocktail bien pensé des 3 obsolescences entre elles. Je prends souvent l'exemple des smartphones. Moi, j'avais voulu garder plus de 5 ans un smartphone. Ça était devenu très compliqué déjà parce que la batterie ne tenait plus du tout. Elle tenait une demi-journée, ce qui est pas très pratique pour un téléphone. Donc là, c'est l'obsolescence technique. Ensuite, au niveau de l'obsolescence logicielle, j'avais le système d'exploitation de mon smartphone prenait énormément de place sur le téléphone au bout d'un moment. Et donc, je pouvais plus télécharger d'applications, je pouvais plus prendre de photos. Donc, très difficile d'utiliser un smartphone dans ces conditions. Et en plus, il y avait des beaucoup plus beaux smartphones qui étaient sortis entre-temps, qui étaient beaucoup plus design, plus neuf en fait, plus à la mode, moins démodé que celui que j'avais. Et donc en fait, j'ai bien vu à ce moment-là les 3 obsolescences mises entre elles qui, m'ont poussé à acheter un nouveau smartphone. Je pense que sur le smartphone, c'est une expérience assez universelle parce que ce que tu racontes là, j'ai l'impression de l'avoir vécu vraiment exactement pareil. Justement, avec HOP, qu'est-ce que vous faites contre tout ça ? Alors nous, chez HOP, Halte à l'obsolescence programmée, on est une association qui défend les consommateurs et consommatrices, et on est aussi agréé protection de l'environnement. Donc on a vraiment cette double action, à la fois consommateur et environnement, dans chacune de nos actions. Et on a pour objectif donc d'allonger la durée de vie des produits,
Et pour ça, on fédère les citoyens autour d'actions, soit des actions de mobilisation. Donc on a par exemple organisé les Journées nationales de la réparation pour la 2e fois cette année, fin octobre. Et donc à côté des actions de mobilisation, on fait des actions de plaidoyer, ce qui est vraiment au cœur de l'association. Et donc le plaidoyer, ça va être toutes les affaires publiques en lien avec les décideurs politiques ou publics pour mettre entre leurs mains les informations importantes au sujet de l'allongement de la durée de vie des produits, pour qu'ils prennent des décisions et qu'il y ait des encadrements au niveau des lois, des règlements, donc en France et au niveau européen, pour que la durée de vie des produits soit allongée et qu'on puisse avoir des produits plus durables et plus réparables qui sont mis sur le marché. Je trouve que c'est hyper intéressant que vous ayez cette double casquette consommateur et environnement. Parce que finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'obsolescence programmée parce que surconsommer des produits parce qu'on ne peut pas les réparer parce qu'ils deviennent obsolètes, on comprend rapidement pourquoi c'est pas terrible. Mais aussi, nous les consommateurs, ça nous impacte finalement, parce que ça veut dire qu'on dépense plus d'argent, ça a aussi un impact négatif sur notre portefeuille à nous. Oui, c'est ça. Nous, on a vraiment le double enjeu. Protéger les consommateurs parce qu'ils achètent un produit et ils sont propriétaires du produit. On est censé leur permettre de faire durer dans le temps les produits. Et évidemment, le côté environnement, puisque on sait que 80% de l'empreinte environnementale d'un appareil multimédia est générée au moment de la fabrication du produit. Et donc, on a vraiment intérêt à faire durer la vie des produits pour éviter d'en racheter plus souvent et donc d'émettre encore plus de CO2, d'avoir des impacts sur la biodiversité, d'avoir aussi ces questions éthiques, parce que souvent nos produits électriques et électroniques, ils sont créés à l'autre bout du monde dans des conditions qui sont pas forcément toujours bien cadrées. Donc aussi d'un point de vue social, c'est important. Et on parle beaucoup d'équipements électriques et électroniques parce que quand on pense obsolescence programmée, on pense surtout à notre technologie, à notre électroménager, petit, grand électroménager, nos appareils multimédia, etc. Mais nous, on s'intéresse aussi aux produits textiles et aussi aux véhicules électriques et thermiques. Je n'aurais pas pensé. On a sorti un rapport en avril sur l'obsolescence accélérée des véhicules thermiques et électriques. On a notamment mis en avant qu'il y avait certains constructeurs de véhicules qui étaient plutôt émergents sur le marché, qui commençaient à mettre dans les voitures électriques des batteries qui ne sont pas réparables, alors qu'une batterie de voiture, ça peut se réparer si elle est bien faite. Les batteries plutôt classiques, en fait, c'est composé de plusieurs modules, et si un module qui dysfonctionne, on peut le changer. Comme ça, on change pas toute la batterie. Et aujourd'hui, on remarque que certains acteurs, en fait, collent l'intérieur des batteries avec de la résine ou de la colle ou même parfois de la mousse. Et donc ça empêche le remplacement de certains modules, et ce qui veut dire qu'on va devoir changer toute la batterie, ce qui a un impact pour l'environnement, puisque les voitures électriques, ça émet moins de CO2 à partir du moment où on la fait durer dans le temps et que à l'usage, en effet, c'est beaucoup plus vertueux qu'un véhicule thermique. Mais si on doit changer la batterie dès qu'il y a un dysfonctionnement, ça remet tout en cause. Oui, c'est la batterie en plus qui pollue dans les voitures électriques. Exactement. Donc ça est problématique. Donc on risque de perdre de vue la cible initiale qui est d'éviter les émissions de gaz à effet de serre. Le fond du problème, c'est qu'en fait, les entreprises veulent nous vendre des choses et qu'elles préfèrent qu'on rachète plutôt qu'on répare finalement. Enfin, c'est le cas pour l'exemple là que tu donnais sur les batteries des voitures électriques ou sur les cartes mères des lave-linges, c'est ça. C'est ça, en fait, ça vient nourrir un modèle productiviste et consumériste qui est plus tenable aujourd'hui. Déjà, d'un point de vue pouvoir d'achat des consommateurs, c'est pas tenable. D'un point de vue environnemental, c'est absolument pas tenable. En fait, pousser les consommateurs à cette surconsommation, ça crée une surproduction, et donc ça vient pressuriser aussi les ressources naturelles de notre planète qui sont limitées. Et donc aujourd'hui, l'obsolescence programmée, c'est plus possible. Et alors, si les entreprises, c'est pas dans leur intérêt de lutter contre l'obsolescence programmée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'avec Hop, vous essayez de vous battre justement au niveau politique et légal. Est-ce qu'il y a eu des avancées en France ? Oui, alors en France, on est un pays plutôt avancé sur ça. On a aussi on a joué notre rôle chez Hop puisqu'on existe depuis 2015. Et l'association s'est créée après la reconnaissance du délit d'obsolescence programmée dans la loi française, dans le code de la consommation. Et donc aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc que toutes les techniques qui visent à délibérément réduire la durée de vie d'un produit, même si c'est des techniques logicielles,
c'est illégal. Et donc, l'association s'est créée suite à cette reconnaissance-là pour faire vivre le délit d'obsolescence programmée. C'est pour ça que nous, chez Hop, on fait aussi beaucoup d'actions juridiques. On a porté plainte contre plusieurs marques. On a notamment porté plainte contre Apple, ce qui a donné suite à une amende d'Apple de 25 millions d'euros. Pas mal. Ouais, pas mal. Donc c'était pas pour nous, mais c'était une amende, un peu historique. Oui, parce qu'il y a une loi, mais ensuite, si elle n'est pas respectée, ça sert à rien. Exactement. Donc, Apple avait dû payer cette amende, mais sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses. On avait aussi porté plainte contre Epson pour leurs imprimantes. Les imprimantes qui sont vraiment un symbole d'obsolescence programmée aujourd'hui. Il y a une enquête qui a été ouverte, mais aujourd'hui, on est toujours sans retour sur cette plainte. Et en 2022, donc là, notre dernière plainte, c'était sur Apple et leurs pratiques de sérialisation. Et donc, en fait, la sérialisation, c'est le fait de relier des pièces au numéro de série d'un produit, ce qui a comme conséquence d'empêcher les consommateurs et consommatrices de pouvoir réparer chez le réparateur de leur choix. Et en fait, ça crée un monopole de la marque sur les actes de réparation et aussi sur les pièces détachées. Parce que si vous n'avez pas le logiciel d'Apple pour réinitialiser la pièce que vous venez de changer, il peut y avoir des dysfonctionnements sur l'appareil. Et donc, ça empêche la réparation, ça empêche le reconditionnement. Et donc, c'est un cas typique d'obsolescence programmée. La réparation, c'est vraiment essentiel pour faire durer les produits. Enfin, c'est aussi quelque chose que vous mettez au cœur de vos actions. On est allé dans Paris pour demander à des jeunes quel rapport ils avaient à la réparation et s'ils avaient déjà réparé ou fait réparer un objet. Donc, je vais te montrer le micro-trottoir et tu me diras ce que tu en penses. Curieuse de voir les réactions. Est-ce que tu as déjà réparé un objet quand il s'est cassé, je sais pas, des chaussures, un grille-pain ? J'ai tenté, en vain, parce que je suis pas très bricoleur. Et finalement, tu en as fait quoi vu que t'as pas réussi ? Je les ai naturellement jetés. Oui. Alors, j'ai cassé mon lit et je l'ai réparé toute seule. Bon, c'est un peu bancal, mais je l'ai réparé toute seule. Et sinon, c'est les petits trucs. Quand je casse mes lunettes, je les répare parce que j'ai pas envie de payer cher pour ça. Je mets du scotch, c'est horrible, mais ça tient. Moi, dans la réparation, pour le coup, je m'y connais pas trop, mais j'ai par exemple des personnes très proches de moi, comme mon oncle. C'est quelqu'un de vraiment très fort qui sait vraiment quasiment tout réparer. Le moindre objet, en fait, qu'on peut réparer, on lui passe. Alors, ma mère, elle bricole beaucoup, du coup, je vais avoir tendance à aller vers elle en premier lieu. Et souvent, ouais, essayer de réparer avant de racheter tout de suite. Vélo, les téléphones... Qu'est-ce qu'on casse ? Ouais, c'est les deux trucs que je répare le plus souvent en tout cas. Toute catégorie d'objets confondus, il y a seulement 36% des Français qui se tournent vers la réparation, qui essayent de réparer eux-mêmes ou de faire réparer. Ça t'évoque quoi ? En vrai, je vois ça, beaucoup des gens qui vont avoir tout de suite, je casse quelque chose, je vais aller le racheter, mais je trouve ça bête parce que déjà ça coûte tellement cher en fait de racheter quelque chose tout de suite. Il y a certaines choses, moi aussi, je sais pas, quand je casse mes écouteurs, je vais pas me dire je vais essayer de les réparer, ça je sais que je peux pas les réparer, donc je rachète une paire d'écouteurs. Mais il y a certaines choses, on sait que peut-être on peut y faire quelque chose et il y a souvent d'autres alternatives que juste racheter. Et je trouve ça un peu nul que des gens, que ce soit pas la première chose qui leur vienne en tête. Je trouve d'abord qu'on est rentré dans une société avec trop de principes de surconsommation. On a tendance en fait à jeter quand on peut réparer. On a tendance en fait à vouloir acheter 36 fois donc le même vêtement sous plein de coloris différents. Donc au final, on se met à surconsommer. Et puis après, ça crée de plus en plus de déchets. Moi, je trouve ça dommage. Qu'est-ce que t'en penses ? Il y a plein de choses intéressantes dans les réponses aux questions. Moi, j'ai retenu aussi une personne qui dit que ça coûte trop cher de racheter. Donc, on fait réparer. En fait, c'est logique. Parfois, ça coûte cher aussi de réparer. Oui. Parce que les pièces détachées peuvent être proposées à des prix très chers. C'est pour ça que nous, on se bat aussi pour que les pièces détachées soient proposées à des prix raisonnables. Oui. Ça a été écrit dans une directive européenne, mais il manque un peu ça veut dire quoi, un prix raisonnable, en fait, au niveau de la loi. Et aussi, justement, comme ça coûte cher, on sait que pour 68% des Français, ils ne réparent pas à cause du facteur prix, qui est parfois trop important pour la réparation. Et donc nous, chez Hop, au moment de la loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, en 2020, on a obtenu un bonus réparation. Et ce bonus, il sert à alléger la facture de réparation des consommateurs et consommatrices. Et donc en fait, il suffit de se rendre chez un réparateur labellisé,
Et vous pouvez avoir accès aux bonus. Ça peut aller de 6 à 60 €. Ça dépend des catégories de produits. Donc maintenant, on peut même réparer les textiles, les chaussures, les équipements électriques, électroniques, même les appareils de jardinage, de sport, etc. Et donc, c'est aussi un premier pas vers une réparation plus accessible pour inciter les consommateurs à passer à l'acte et à réparer. Et il y a aussi autre chose qui m'a frappée, c'est les produits. Ah ouais, non, mais ceux-là, on les jette parce que ceux-là, on peut pas les réparer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, il y a aussi des produits qu'on peut pas réparer, qui sont construits comme ça. Et là, encore une fois, je pense que Apple est un peu le mauvais exemple, mais les AirPods, par exemple, si la batterie est morte, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça. Et en fait, on se dit, ça, c'est pas réparable. Et c'est, je pense, pas réparable. En tout cas, on a aussi des indicateurs qui nous montrent que c'est pas réparable. Et en fait, pourquoi ce serait pas réparable ? Pourquoi on n'obligerait pas les fabricants à ce que ce soit réparable ? Et donc, nous, on se bat aussi notamment pour que... Donc, en 2020, on a aussi obtenu l'indice de réparabilité, qui va se transformer en indice de durabilité. Oui. Et donc, cet indice, il est utile pour deux choses. Déjà, il permet de rééquilibrer l'information entre le consommateur et le fabricant pour connaître le caractère réparable ou non d'un produit grâce à une note sur 10. Et donc cet indice-là, il concerne 9 équipements. Donc il y a du gros électroménager comme les lave-linges, les lave-vaisselle, les aspirateurs, mais aussi du multimédia, les smartphones, les ordinateurs, les télés. Et il est super intéressant. Nous, on a beaucoup participé pour avoir des critères ambitieux dans l'indice, mais il faut qu'il soit étendu à beaucoup plus de produits. Et donc nous, on recommande par exemple d'avoir un indice sur les écouteurs sans fil, sur les enceintes sans fil aussi. Ce serait aussi intéressant d'avoir un indice sur les vélos. Dans la vidéo, on parlait des vélos. Pour donc justement avoir cette information consommateur. Mais deuxièmement, cet indice, il est utile aussi et surtout pour inciter les fabricants à faire mieux. Oui. Parce que quand les produits... on est mal noté, c'est dommage. Quand on est mal noté, c'est plus un argument de vente. On n'a pas envie de faire de l'indice un argument de vente, sauf qu'il est obligatoirement affiché. Et en plus, on a envie de faire mieux que les concurrents d'à côté dans le rayon. Et donc, c'est du droit qui est mou, comme on dit, c'est de l'incitation. Mais c'est une première dans le monde. En plus, l'indice français, il est beaucoup mieux que l'indice européen qui va voir le jour, parce que justement dans l'indice français, on a intégré le prix des pièces détachées. C'est-à-dire que plus les pièces détachées sont proposées à des prix chers, à des prix importants, moins la note sera bonne. Et alors, imaginons que vous ayez un succès énorme avec Hop et que votre vision du monde où 100% des objets sont réparés arrive. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie française, l'économie européenne ? Alors, je pense qu'on est vraiment sur qu'est-ce que serait cette société idéale si on atteint un niveau d'économie circulaire idéal aussi. Parce qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, mais on n'est pas du tout à la perfection sur ce point-là. Le recyclage a encore une place beaucoup trop importante, même dans nos politiques publiques. Économie circulaire, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est pour ceux qui savent peut-être pas ? L'économie circulaire, c'est vraiment l'inverse de l'économie linéaire, où c'est-à-dire qu'on produit, on utilise et on jette. L'économie circulaire, c'est on produit, on utilise, on répare, on réemploie. Du coup, on réutilise une nouvelle fois en faisant des boucles jusqu'à ce que ce soit plus possible d'utiliser le produit. Mais donc là, c'est subjectif jusqu'à quand on n'est plus possible d'utiliser le produit, mais il faut qu'on soit en capacité de l'utiliser le plus longtemps possible. Et in fine, que les matériaux, une fois qu'on peut plus se servir d'un produit, soient recyclés. Mais là, c'est vraiment le dernier recours. Oui. Et la place du recyclage est vraiment mis trop au cœur. Pour le moment, le recyclage, c'est un peu le premier réflexe, alors que ça devrait être le dernier recours, comme ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas encore... on a des entreprises qui s'estiment éco-responsables et vraiment au top de l'innovation environnementale parce qu'elles recyclent leurs produits et parce que... des fois, il y a des consommables dans certains produits et ils estiment qu'ils sont vraiment au top parce qu'ils proposent le recyclage. Mais en fait, là, on est loin du compte, on est loin de l'économie circulaire comme on l'entend. Et donc, une vraie économie circulaire, ça veut dire plus de réparateurs et réparatrices. Donc,
valoriser ce secteur, montrer que c'est un secteur d'avenir. Aujourd'hui, c'est une profession qui est vieillissante. On en a de moins en moins de gens qui veulent faire ça. L'idéal, ce serait aussi un monde où on a moins d'obsolescence marketing et donc on est moins incité à consommer. Oui. Parce que l'obsolescence marketing, ça crée vraiment un paradoxe perpétuel pour le consommateur. On vit dans une société où on reçoit 15 000 stimuli commerciaux par jour. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire. De pire en pire avec les réseaux sociaux, les logos, on est vraiment tout le temps soumis à ça. On reçoit des SMS, des mails pour nous dire qu'il y a des promotions. Enfin, c'est en permanence. Et donc, en parallèle, on nous dit aussi qu'il faut mieux consommer. Mais du coup, il y a d'un côté un monde de l'obsolescence marketing qui est complètement, qui est pas du tout régulé, ou autorégulé. La publicité est autorégulée aujourd'hui. Et d'un autre côté, nous, on met des indices, on a le bonus, etc. Mais aujourd'hui, il va vraiment aussi falloir agir sur les incitations, parce que le seul responsable, c'est pas le consommateur. Les marques, les grandes enseignes ont leur rôle à jouer. Et il va falloir repenser aussi des règles dans le marketing, je pense, pour pouvoir équilibrer tout ça. Sur l'obsolescence marketing et la publicité, tu disais c'est pas encadré, ça veut dire que c'est pas dans cette fameuse loi contre l'obsolescence programmée. Non, alors en fait, ça dépend aussi de l'interprétation qu'on fait du délit d'obsolescence programmée. Si on parle donc, dans la loi, c'est écrit toutes les techniques qui visent à délibérément réduire la durée de vie d'un produit. Et donc, il faudrait voir aussi quelle interprétation en fait le juge pour faire entrer l'obsolescence. Quelles sont les fameuses techniques ? Est-ce que la publicité, ça rentre dedans ? Est-ce que la publicité rentre dedans ? Si on a une publicité qui montre quelqu'un qui jette un ordi portable parce que juste le nouveau est plus esthétique et que... Enfin là, du coup, la question se pose. Il y a des choses certainement plus évidentes à prouver que d'autres. Mais en tout cas, pour nous, ça rentre dans cette question d'obsolescence programmée. Mais on peut aller très loin avec cette interprétation. Si on prend la mode, par exemple, la fast fashion, est-ce qu'on est aussi sur de l'obsolescence marketing ? Est-ce que ça pourrait rentrer dans cette loi si, je sais pas, chaque année, maintenant, il y a le nouveau manteau hyper viral que tout le monde doit avoir, les nouvelles baskets à la mode Ouais, alors je peux pas répondre à la place du juge, mais nous, chez Hop, en tout cas, la fast fashion, c'est typiquement de l'obsolescence marketing. On renouvelle les collections très très vite, de plus en plus vite, avec un nombre de références vraiment immense sur les marques de fast fashion. On parle de fast fashion et d'ultra fast fashion, mais les deux on retrouve les mêmes principes et les mêmes schémas. Ça rentre dans l'obsolescence marketing à partir du moment où en fait l'objectif c'est de faire acheter et ensuite de refaire acheter autre chose qui est plus esthétique, plus à la mode, plus nouveau. Mais je peux pas parler à la place du juge malheureusement. Sur la surconsommation, je disais tout à l'heure, c'est encore pire avec les réseaux sociaux parce que à chaque vidéo, il y a des placements de produits, on essaye de nous vendre des choses. Sur TikTok, il y a vraiment des micro-trends sur tel rouge à lèvres, tel manteau qu'il faut acheter. À l'inverse, il y a un petit mouvement qui se développe maintenant de gens qui montent sur les réseaux sociaux ce qui n'achètent pas des objets hyper usés, qui continuent à utiliser, même s'ils sont moches parce qu'ils fonctionnent encore, même s'ils sont un peu cassés, mais parce que ça fonctionne encore. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu as vu passer un peu ces vidéos-là ? Et est-ce que, en tant que citoyen, ça peut aussi être un moyen comme ça de combattre l'obsolescence marketing ? Oui, j'ai vu passer ça. Je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça permet aussi de recréer de l'imaginaire autour des produits et de pas seulement valoriser les produits neufs, mais de montrer aussi qu'on peut valoriser des produits qui ont duré, qui nous ont accompagné une bonne partie de notre vie. De montrer qu'on peut s'en sortir même s'il y a un petit truc qui est cassé et que c'est pas grave et même pas que c'est pas grave mais que c'est pas si moche ou que c'est pas même si c'est pas instagrammable, la cuisine parfaite de même notre si c'est pas instagrammable et justement peut-être rendre instagrammables les produits même s'ils ont pas été rachetés. Mais je pense que quand même malheureusement ça représente vraiment une petite partie des trends des réseaux sociaux et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Après même ces histoires de trends, ça remet la responsabilité aussi sur les consommateurs, ce qui est quand même important parce qu'avec Hop vous faites aussi de la sensibilisation, mais vous avez aussi
vous vous concentrez beaucoup aussi sur les actions politiques et à plus grande échelle et vraiment encadrer les entreprises et que ça retombe pas seulement sur nous, les consommateurs. Ouais, tout à fait. En fait, ça, c'est un truc qui m'énerve pas mal. C'est quand on remet la faute sur le consommateur. Bah oui, mais il est pas obligé d'acheter, le consommateur. En fait, il est pas obligé d'acheter, mais quand on voit dans quoi on le place, à moins d'être hermétique à toute sollicitation extérieure, c'est quand même super difficile de pas résister à certains trucs et il faut être pas mal renseigné, pas mal déconstruit sur tous ces outils marketing qui existent autour de nous. Oui, et puis même quand on sait que c'est une pub, si on a vu 20 fois le même produit, je pense que ça finit par rentrer dans notre cerveau. Voilà, exactement ça. C'est quelque chose qui est très insidieux. Et les principaux responsables, c'est les annonceurs. C'est pas les personnes on vit dans une société de consommation, on vit dans une société qui est capitaliste et donc on peut pas en vouloir à tout le monde de ne pas être en dehors du système et de ne plus consommer quoi que ce soit. Donc la responsabilité, elle est surtout sur les metteurs sur le marché. Nous, on nie pas que le consommateur a aussi sa part à jouer et donc c'est pour ça qu'on fait aussi de la sensibilisation. On organise les Journées nationales de la réparation. On a un site internet qui s'appelle produitsdurables.fr où on met des conseils de consommation pour essayer de faire au mieux. Mais la plus grosse part reste les metteurs sur le marché, les annonceurs. Je pense que les influenceurs aussi, ils ont leur rôle à jouer. On voit aussi des influenceurs qui commencent à être influenceurs, mais pour des marques durables, éthiques. Donc voilà, ils ont aussi leur rôle à jouer, choisir les bonnes marques, etc. Mais les principaux responsables restent les metteurs sur le marché. Oui, les marques elles-mêmes. Les marques, les industriels, les fabricants. Et tu parlais aussi un peu tout à l'heure d'injonctions contradictoires, parce qu'on a donc tous ces messages qui nous poussent à consommer, et puis en même temps, on a envie de bien faire, de consommer mieux, plus éthique. Je me suis demandé comment ça a touché les jeunes générations, et je suis tombée sur une étude qui a été faite pour l'ADEME, qui notait que justement les jeunes ont de fortes inquiétudes par rapport à l'avenir, mais qu'en même temps leur consommation, en même temps leur comportement reste extrêmement consumériste. Donc on est sur un paradoxe total. C'est que ça démontre que c'est pas parce qu'on est sensibilisé qu'on peut tout changer. En fait, il faut trouver aussi les parts de responsabilité équitables à chacun des acteurs. Et en ce qui concerne les consommateurs, certes, il y a de la sensibilisation à faire, mais que c'est pas ça qui va changer le monde. Il faut aller à la source, c'est-à-dire les fabricants qui mettent sur le marché. Et parler donc de surproduction, même plus que surconsommation, ou en tout cas vraiment lier les deux. Là, on est au mois de décembre, il y a Noël qui approche. Est-ce que tu aurais des conseils sur des choses à faire ou à ne pas faire en termes de consommation ? Alors, pour les cadeaux, justement, au moment de Noël, je pense qu'il faut bien faut réfléchir et essayer de pas tomber dans justement toutes les pratiques d'obsolescence marketing dont on a parlé avant. Mais en même temps, j'ai aucune leçon à donner aux consommateurs parce que, comme on le disait, c'est déjà pas évident, que ce soit même en termes de pouvoir d'achat et même, on essaye toujours de faire au mieux. Mais je pense qu'il faut essayer le plus de se tourner vers des produits qui soient le moins polluants ou émetteurs à la fabrication. Donc bien réfléchir si avant d'offrir ça, la personne a vraiment besoin de cet appareil électrique ou électronique. Et donc bien faire attention à l'indice de réparabilité. Quand on va acheter un produit, s'il est concerné par l'indice, nous on va essayer de faire en sorte qu'il soit concerné pour plus de produits. Mais donc quand il y a un indice, essayez de choisir le produit qui a le meilleur indice. Et voilà, ce sera déjà un bon conseil. C'est déjà une bonne chose de faire attention à cet indice-là. Et d'ailleurs, à la rentrée prochaine, donc juste après Noël, on aura l'arrivée de l'indice de durabilité qui donnera encore plus d'informations sur les produits parce qu'on parlera plus seulement de réparabilité dans la note sur 10, mais aussi sur la fiabilité du produit. Donc ça, ce sera pour 2025, après la nouvelle année. Mais oui, essayez de réfléchir au mieux à ces achats-là, même si c'est un moment compliqué. Et on termine toujours le podcast par cette question. S'il y avait une loi ou une mesure que, dès demain, d'un coup de baguette magique, tu pouvais mettre en place au niveau européen, qu'est-ce que tu ferais ?
Là, ce que j'ai en tête, c'est quelque chose d'assez immédiat et qu'on va avoir, sur lequel on essaye d'agir là dans l'immédiat. C'est que du coup, on a sorti un rapport sur l'obsolescence accélérée des véhicules électriques et thermiques. Et donc, il y a un règlement européen qui va bientôt être analysé au niveau du Parlement. Et donc, on aurait besoin que dans cette réglementation, il y ait une obligation en fait pour les metteurs sur le marché de véhicules de proposer des batteries qui soient réparables. Ce serait une super bonne nouvelle. Merci beaucoup Flavie. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce podcast est bas carbone. Merci à Flavie d'être venue en RER. Il a été préparé et présenté par moi-même, Camille Sarrazin, et filmé et monté par Émilie Delvarde. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Enter et la plateforme de podcast de RFI. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur YouTube, TikTok et Instagram.